Alors je reçois aujourd'hui Joseph Hirsch, qui est programmateur au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, pour nous présenter la nouvelle exposition qui commence dans ce musée sur le pèlerinage à Djerba. Joseph Hirsch, bonjour. Bonjour Toby Nathan. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, cette exposition, c'est sur le pèlerinage de Djerba, que tout le monde connaît, mais est-ce que vous voulez nous dire qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition d'abord? Oui, alors vous faites bien de mentionner le titre, parce que le pèlerinage de la Griba à Djerba est ce qui est l'événement le plus connu qui concerne la communauté juive de Djerba. Très célèbre. Mais les photos ne montrent pas uniquement le pèlerinage. C'est un travail photographique de Jacques Pérez, qui est un photographe tunisien très important. Un travail qui lui avait été commandé par Lucette Valenci et Avraham Udovic, qui réalisait un travail au début des années 80 dans la communauté juive de Djerba, un travail ethnographique. Et on avait commandé à Jacques Pérez à cette époque-là des photos sur la communauté. Et il avait pu côtoyer... Il en avait fait des centaines. Il en avait fait d'innombrables. Ouais. Et elle documente beaucoup d'aspects de la vie juive à Djerba, mais qui ne portent pas uniquement sur le pèlerinage. Mais c'est vrai que c'est le moment central de la vie juive à Djerba, en tout cas vu de l'extérieur, puisqu'il rassemble aujourd'hui des milliers de pèlerins venus du monde entier, et que c'est le moment de l'année où la lumière est mise sur la communauté juive de Djerba. Donc là, les photos, elles montrent tout un tas de choses. Elles photographient un instantané de cette communauté. Au moment où elles sont prises, on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'un monde sur le point de disparaître. C'est la dernière communauté juive du monde arabe, en tout cas d'importance. C'est vrai. Et active. Mais elle l'est toujours, elle existe toujours. Et elle est toujours aussi dynamique, puisqu'il y a aujourd'hui à Djerba plus d'1 millier de juifs, 13 synagogues en activité, 2 yeshivot, une école pour filles. Donc il y a, voilà, ce qui est intéressant, c'est que les juifs de Djerba ne se laissent pas enfermer dans un cliché de fossiles. Ils ont voilà, une mobilité sociale, un dynamisme qui est toujours présent. Mais qui est Jacques Pérez exactement? Alors Jacques Pérez, c'est un photographe tunisien très important, qui a beaucoup travaillé sur la Tunisie, enfin essentiellement sur la Tunisie. Tout son travail porte sur la Tunisie, avec un regard très humain porté donc sur les gens, sur les Tunisiens. Ouais, c'est très humain. Les photos sont vraiment très touchantes. C'est ça, c'est quelque chose qui marque vraiment dans l'exposition. Ouais. Une attention portée au regard, au visage et aux personnes. Et on est très triste qu'il n'ait pas pu assister au vernissage et qu'il n'ait pas pu venir à l'auditorium, puisqu'on avait programmé un grand entretien sur tout son travail. Bah oui. Mais cette exposition, c'est une manière pour nous à la fois de mettre la lumière sur les Juifs de Djerba, mais aussi de rendre hommage au travail de ce photographe très important qu'est Jacques Pérez. Mais alors, bon, juste quelques mots sur Djerba, quoi. Parce que Djerba, bon, c'est une île tout au sud de la Tunisie, ça tout le monde le sait. Et comment se fait-il qu'il y ait une communauté juive aussi ancienne à Djerba? Vous avez des certitudes là-dessus? Alors je crois que les certitudes historiques, elles remontent pas aussi loin que les certitudes religieuses ou traditionnelles. Mythologiques. Puisque la légende veut que la communauté djerbienne remonte à la destruction du premier temple, le temple de Salomon, ouais. Et que les Juifs ayant fui vers Djerba y aient emmené avec eux un objet ou une partie ou une pierre du temple, qui serait enterré sous la Griba. C'est partie des fondations, paraît-il, de la Griba. Voilà, c'est la fondation mythique, en tout cas c'est l'explication. Ça c'est le mythe, le mythe de fondation, on va dire. Voilà. Alors, sur le plan historique, il y a des attestations de l'ancienneté de la communauté qui doivent notamment beaucoup à la découverte de la Guéniza du Caire. Je crois qu'on est en mesure de dire qu'il y avait une communauté juive à Djerba au Moyen-Âge, enfin c'est de manière certaine. Peut-être même que la Griba elle-même date du Moyen-Âge, en tout cas que les fondations du bâtiment actuel datent du Moyen-Âge. Ce qui est certain, c'est que cette communauté est très ancienne, donc pluriséculaire, peut-être plurimillénaire. Et ce qui est certain aussi, c'est qu'elle est toujours vivante aujourd'hui et dynamique et active. C'est ce qui la rend très particulière. Puisque des communautés plurimillénaires dans le monde arabe, il y en avait plusieurs. Mais celle-ci, elle doit sa longévité en partie, en tout cas c'est l'explication qui est avancée, au refus de l'Alliance israélite universelle, enfin, au refus de l'implantation des écoles de l'Alliance à Djerba, par les rabbins de la communauté. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est très particulier, quoi. C'est-à-dire que c'est des résistants. Ils ont résisté au lavage de cerveau de l'Alliance israélite universelle. Le résultat,
certains, c'est que les Juifs sont toujours présents à Djerba, qu'ils ont maintenu l'arabe comme langue maternelle. Aujourd'hui encore, les enfants... C'est un arabe un peu spécial. C'est le judéo-arabe djerbien, mais il est encore parlé par les enfants en kippa à Djerba. Aujourd'hui, les enfants parlent l'arabe, les parents, c'est la langue du quotidien. Et ils ont aussi maintenu des rites, des traditions auxquelles ils tenaient. Et c'est vrai que les Juifs de Djerba sont souvent présentés comme arriérés ou rétrogrades, et on leur fait grief d'avoir refusé l'alliance, mais de leur point de vue, ils ont maintenu toutes ces traditions qui... C'est-à-dire que l'alliance israélite universelle est allée dans la plupart des communautés juives du Maghreb et d'Afrique du Nord, en fait, hein, en essayant de transmettre une pédagogie, disons, française, en fait. Oui, avec une mission civilisatrice, mais qui effectivement effaçait... Avec une idéologie française. Hein. Oui. Et avec cette notion qu'on allait civiliser nos frères sauvages d'Afrique, quand même. Et eux, ils ont dit, il n'y a pas question. On n'a pas besoin d'être civilisés. C'est ça qu'ils ont dit. C'est ça, et d'autant qu'ils ne sont pas du tout tous sauf analphabètes, puisqu'il y a une production littéraire. Il y a à la fois la littérature rabbinique, mais effectivement, il y avait un dynamisme de la production littéraire hébraïque, ou en judéo, enfin, que ce soit en hébreu ou en judéo-arabe. Il y avait plusieurs imprimeries actives jusque dans les années 80. Et on voit notamment un personnage très important de la communauté juive de Djerba sur une des photos de Jacques Pérez dans l'exposition, qui est Rabbi Bogit Saadoun, qui a dirigé pendant des années la synagogue djerbienne de Paris, la Gigi. Qui était imprimeur à un moment donné de sa vie. Il avait un atelier d'imprimerie et on le voit dans son atelier dans l'exposition. Et on les voit en train de lire tous. Les enfants, les adultes, ils sont là en train de lire. Ils lisent, alors peut-être des livres de prière, mais aussi des livres quoi. Bien sûr, le livre est partout, dans toutes les maisons. C'est ça. Il y a des manuscrits inestimables dans toutes les maisons. Il y a une sorte de mystique du livre à Djerba quand même. Hein. Donc c'est pas des gens sauvages. C'est-à-dire qu'on vient civiliser, c'est quelque chose d'autre. C'est une autre culture, on va dire. Hein. Et ils ont fait une sorte de résistance. Nous défendons notre culture. C'est le dernier village gaulois. C'est ça, voilà. C'est ça. Bon, alors, il y a deux communautés à Djerba. Pourquoi deux? Les noms de famille peuvent laisser penser qu'il y a vraiment une différenciation de population, puisque à Harasrira, qui est donc le petit village ou le petit quartier. Harasrira, ça veut dire la ruelle. Ouais. Hara, c'est la ruelle. Hein. Par extension, ça donne le quartier. Zrira, ça veut dire la petite, quoi. Voilà, Harasrira, c'était le petit village qui était à côté de la Griba, et qui était peuplé essentiellement de Kohanim, donc de Cohen, de famille Cohen, et de Trabelsi, donc de gens qui venaient plutôt de la Libye. Il n'y avait que des Kohanim. Il y a aussi des Trabelsi, donc qui sont sans doute arrivés plus tard, mais de Tripoli, de la Libye. Trabelsi, ça veut dire le Tripoli. C'est ça, ça veut dire le Tripolitain. Et à Harakbira, il y avait des noms de famille effectivement qui sont typiquement djerbiens, d'autres qui se retrouvent ailleurs en Tunisie, mais voilà, il y avait moins le côté village strictement de Kohanim de Harasrira. Alors, bon, il y a cette hypothèse que j'ai lue dans le livre que je trouve très intéressante, c'est que c'est vrai que dans les villages berbères, en fait, il y a le village, et à côté du village, il y a un deuxième village où il y a les shorfas, c'est-à-dire les shérifs, les descendants du prophète, qui sont les personnages sacrés, les marabouts, quoi, en fait. Hein. Et donc, tu as le village, et à côté, tu as le petit village des marabouts. Et on a l'impression que c'est la même topographie qui est reproduite à Djerba. Est-ce qu'il y a des gens qui ont parlé de ça ou... Alors ça, je n'ai pas de connaissances là-dessus. Ce qui est certain et ce qui est particulier dans ces deux localités, donc Harakbira et Harasrira, c'est que pendant longtemps, ça a été des lieux, comme des villages peuplés uniquement de juifs. Et qui se rapprochent en ça un peu des shtetls d'Europe orientale, enfin de certains shtetls d'Europe orientale, et qui les différencie des communautés juives du reste de l'Afrique du Nord, où il y avait donc des quartiers juifs peuplés uniquement de juifs, mais au sein de grandes villes, au sein de grandes localités, ou alors il y avait des juifs même dans les zones rurales du Maroc, mais entourés de musulmans. Là, ça ne veut pas dire que les juifs de Djerba n'avaient pas de relations avec les musulmans de l'île, qu'elles soient commerciales ou amicales. Et alors, la riba, pourquoi ça s'appelle comme ça? Pourquoi elle s'appelle comme ça, cette synagogue? Il y a plusieurs explications proposées, qui toutes ont des aspects un peu mythologiques. Riba, ça peut vouloir dire l'éloigné, l'étrangère. Alors, est-ce qu'on parle de la synagogue elle-même qui serait éloignée en terre étrangère,
certains avancent une histoire d'une jeune femme qui serait rescapée d'un incendie ou qui aurait péri dans un incendie. Donc la Ghriba désignerait cette femme-là, mais ça c'est quelque chose, donc peut-être l'ethnopsychiatre que vous êtes aura plus de choses à éclairer que moi là-dessus. Mais c'est une synagogue qui est présentée donc comme la plus ancienne d'Afrique, et qui l'est sans doute, qui donne lieu donc, enfin c'est pas la synagogue qui donne lieu à ce pèlerinage, mais qui accueille chaque année, au moment de l'Ag BaOmer, un pèlerinage qui rassemble aujourd'hui des gens du monde entier, qui sont pas forcément juifs de Djerba, ou ni même juifs de Tunisie, mais des juifs du monde entier qui viennent. Souvent des séfarades. Souvent des séfarades, puisque c'est vrai que Djerba, aujourd'hui, a cette position de pivot, elle incarne ce qu'a pu être le judaïsme en Afrique du Nord. Ouais. C'est le dernier reste, et donc il y a, même si la communauté de Djerba ne ressemble pas à ce qu'a été la communauté de Tunis, à ce qu'ont pu être les communautés du Maroc, d'Algérie, parce qu'elle est très particulière, pour beaucoup de juifs qui ont la nostalgie, qui aimeraient avoir un aperçu de ce qu'a été la vie de leurs ancêtres, ou de leurs parents, ou de leurs grands-parents, c'est vrai que ce moment-là, du pèlerinage, c'est un moment où on découvre l'existence d'une vie juive en arabe, et des gens qui sont à la fois totalement juifs et qui parlent arabe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi l'un au détriment de l'autre. Pour la Ghriba, Ghrib, ça veut dire l'étrange, l'étranger, en effet, quelque chose d'éloigné. Hein. Alors, mais il y a, dans les explications mythologiques que j'ai pu lire, il y a un récit qui est très surprenant, celui de cette jeune fille que vous mentionniez tout à l'heure, c'est-à-dire une jeune fille qui se serait retrouvée là, sur la colline, et qui vivait toute seule, dans la pureté, mais toute seule, et que les habitants de Harazrira ne seraient pas allés aider en aucune manière, parce qu'ils la pensaient sorcière. Et puis un jour, elle a brûlé. Cette jeune fille a brûlé, et la cabane de branchage dans laquelle elle habitait a brûlé avec. Et à ce moment-là, ils se sont sentis très coupables, et ils ont bâti une synagogue qu'ils ont nommée la Ghriba. Donc ce récit-là, ce récit est un récit, bon évidemment, c'est un récit mythique évidemment, mais il reprend une notion qui est une notion extrêmement répandue, pas seulement dans le monde maghrébin, hein, mais dans toute l'Afrique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, lorsque vous allez quelque part, il y a un propriétaire du sol. Ce propriétaire, c'est un invisible, hein, c'est-à-dire un djinn, si vous voulez, qui habite là. Et donc, si vous voulez habiter dans cet endroit, il faut que vous lui demandiez l'autorisation. Et sinon c'est exactement ce qu'on dit, il brûlera votre maison. Et c'est ce qu'on dit au Mali, c'est ce qu'on dit au Sénégal, ce qu'on dit partout. Donc, puisque vous me demandiez une explication, moi, quand j'écoute l'histoire de la Ghriba, je comprends qu'ils sont dans la tradition africaine tout en étant juifs. Et ça, je pense que c'est ce qui caractérise le plus, à mon sens, les Djerbiens. C'est vrai que le pèlerinage, il est assez particulier parce qu'il est, comme vous le dites, très juif. C'est-à-dire qu'il est totalement juif, et c'est un pèlerinage qui a lieu dans d'autres parties du monde, et notamment à Méron, sur la tombe de Rabbi Shimon. Moi, je l'ai vu à Méron, c'est exactement le même que ce qu'ils font, parce que c'est le pèlerinage en l'honneur de Rabbi Meir Baal et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui sont tous les deux décédés. C'est la date du décès de ces deux disciples de Rabbi Akiba. Date présumée. Date présumée, bien sûr. Et étant donné que l'Ag BaOmer marque la fin de l'épidémie arrivée aux étudiants, aux élèves de Rabbi Akiba, et donc marque le retour de la possibilité des célébrations joyeuses, que ce soit des mariages ou des fêtes, et que c'est concomitant de la date présumée du décès de ces deux grands rabbins disciples de Rabbi Akiba. Ça donne lieu donc à des festivités, à une Iloula, qu'on peut traduire par pèlerinage, même si c'est pas totalement non, c'est une Iloula. Et donc, ce qui se produit à ce moment-là à Djerba, c'est quelque chose qui se produit ailleurs et qui est très juif. Ce que ça a de particulier, c'est certains aspects du rythme, et que sans doute vous saurez mieux me décrire. Alors, vous me disiez tout à l'heure que les œufs, que je pensais être une spécificité de djerbienne, le fait de faire des vœux sur des œufs, ça se retrouve aussi à Méron Oui, absolument. Ouais. Absolument, il y a un four. Bon, c'est pas une caverne comme dans la mythologie de Djerba, mais il y a un four, et les jeunes femmes
qui veulent... En général, c'est pour avoir un enfant, hein, ou pour trouver un mari, mais ça c'est moins fréquent aujourd'hui. C'est plutôt pour avoir un enfant. Gabriel Kabla, qui est donc le fondateur de l'Amicale des Juifs de Djerba et de la synagogue djerbienne de Paris, disait avec esprit que effectivement il y avait des mariages après le pèlerinage, mais que ça devait peut-être aussi beaucoup aux rencontres qui avaient lieu pendant le pèlerinage. C'est très possible parce que on boit, on chante, on danse. Voilà, c'est très festif. C'est la fête. Et donc il y a aussi une procession d'une menara, sur laquelle il y a beaucoup de Alors, c'est ce qu'ils appellent la menara. Ouais. Alors, c'est bizarre comme nom. Tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Est-ce qu'il y a un Sefer Torah? Qu'est-ce que ça représente? C'est avant tout, je crois, une menorah, c'est-à-dire il y a plusieurs chandeliers à 5 branches dessus. Mais il l'aurait appelé Menorah. Il aurait pu l'appeler Menorah, oui. Mais non, il l'appelle Menorah. Et ça donne lieu à une procession. Alors d'abord, ça donne lieu à une vente aux enchères. Ça veut dire l'illuminé en arabe. Hein. Mais elle finit par être illuminée, puisqu'on y allume des bougies. Il y a plusieurs étages sur lesquels sont inscrits les noms à la fois des 12 tribus d'Israël, puis au-dessus de grands rabbanim djerbiens, puis de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça, c'est la pyramide, quoi. Voilà, la pyramide des Juifs, quoi. C'est-à-dire le peuple, au-dessus les rabbanim djerbiens, au-dessus nos grands prophètes, et au-dessus, évidemment, Dieu lui-même, quoi. Voilà. Et donc ça a donné lieu dans le temps à une procession qui allait jusqu'au village de Harazrira. Mais ce qui me frappe, moi, c'est qu'ils appellent cette menara la jeune fille. Aroussa. Aroussa, ça veut dire la fiancée. Elle est parée de foulards. On lui met des habits, des foulards. C'est ça, et donc elle s'avance une fois parée de tous ces foulards. Et ça ressemble de loin à une silhouette humaine, quoi. Alors d'un point de vue très prosaïque, tous ces foulards, ça donne lieu à des enchères qui entretiennent la synagogue et la communauté. Et on achète les couleurs. C'est ça. On achète les couleurs différentes. Parce que chaque couleur a un sens. Alors là, vraiment, vous êtes, je suis beaucoup moins qualifié que vous pour tout ça. Évidemment. Mais certains y voient les épousailles, les fiançailles renouvelées du peuple d'Israël avec Dieu. Et la jeune fille, ça reprend les histoires du Cantique des Cantiques, par exemple, où la jeune fille, c'est le peuple et Dieu, c'est l'homme, quoi. Et c'est une épousaille, quoi. Des épousailles. Ce qui est frappant, c'est que cette forme de célébration, qui peut paraître totalement idolâtre, elle est parfaitement assumée par les Juifs de Djerba comme étant totalement juive. C'est ça qui est frappant et, à mon sens, qui caractérise Djerba, quoi. C'est-à-dire, malgré ce qu'on dit, nous sommes certains de ce que nous sommes. C'est bien quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas propre uniquement à Djerba, mais de l'intégration du minhag, de la coutume, dans la halakha, et comment grâce aux compilations de minhagim et de rites, on fait entrer des choses qui sont typiquement djerbiennes, et ensuite elles sont pas canonisées, mais en tout cas, c'est ça. Ensuite, ça fait partie du rite. Alors, juste quelques mots pour conclure. Qu'est-ce que deviennent les Djerbiens aujourd'hui? Alors les Djerbiens de Djerba donc, ont une communauté dynamique puisqu'il y a 13 synagogues en activité. Elle a réaugmenté. Hein. Alors depuis le livre et le travail de Lucien Valenzi et Romidovic, la communauté est passée de 1000 à un peu plus de 1000, près de 1400 C'est ça, personnes. 1400, et ça a augmenté, ils ont eu des petits. Notamment grâce à effectivement à la démographie, la natalité. Mais donc les Juifs de Djerba sont aussi à Paris, sont aussi en Israël, que ce soit à Beersheva ou à Jérusalem, à Bnei Brak. Il y a une importante yeshiva à Bnei Brak qui a été fondée par les fils du rabbin Masliach Mazouz, qui avait été assassiné à Tunis. Ses fils ont transporté sa yeshiva à Bnei Brak. C'est un important centre du judaïsme séfarade en général maintenant à Bnei Brak. Les Juifs djerbiens à Paris, il y en a aussi à Marseille, mais à Paris, ils ont une communauté importante, très dynamique. Et ce qu'on va essayer d'explorer, d'interroger à l'auditorium, puisque l'exposition ne peut pas tout montrer, c'est effectivement ce qu'il advient des Juifs de Djerba à Paris. Est-ce qu'on reste djerbien quand on est à Paris? Est-ce que les enfants des Juifs de Djerba... Vous avez la réponse? On n'a pas encore la réponse, on aura sans doute... vous n'avez pas encore la réponse? On va sans doute l'avoir avec Gabriel Kabla, qu'on va inviter à l'auditorium pour parler à la fois des Juifs de Djerba hier et aujourd'hui, avec Guy Sagroun, qui est
un célèbre restaurateur juif djerbien, une figure importante de la communauté djerbienne à Paris, qu'on va interroger dans un entretien filmé. Et puis on va faire un pas de côté aussi avec donc Rafram Haddad dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc cet artiste djerbien israélien qui a tenté de renouer avec, enfin qui renoue aujourd'hui avec cette histoire-là et qui fait un travail très intéressant sur les questions de mémoire et d'identité djerbienne, qui sera à l'auditorium lui également. Voilà. Bientôt en septembre. Tous les événements dont je vous ai parlé ont lieu eh ben, nous y serons. Et en tout cas, j'invite tout le monde à aller voir cette exposition de magnifiques photos de Jacques Pérez. Et merci Joseph. Merci beaucoup. Merci.